Merci. Je suis très sensible à votre ovation. Je suis très sensible aussi au fait que ce sont des conférences qui sont un peu longues, un peu moins longues qu'hier, mais qui sont longues, qui sont quand même techniques. J'essaye de les rendre un petit peu attractives, mais c'est quand même des sujets techniques. Je suis emballé de voir que mes compatriotes ont dit que les Français sont des veaux. Ça, c'est un des points qui nous distingue fondamentalement de Gaulle. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que les Français sont des veaux si on les traite comme des veaux, effectivement. Mais si on tire les gens vers le haut, et moi je crois que ça c'est vraiment la vocation, je pense que j'aurais dû être prof, en fait. Voilà. J'étais fait pour être prof. Le grand mérite du corps enseignant, de tout ce qu'a apporté la République, c'est justement de tirer les gens vers le haut, de leur donner à comprendre les choses. Et comme les Français, c'est un vieux peuple, une vieille nation, un peuple très politique et malin comme tout, en fait, si on leur donne les clés de compréhension, mais ils comprennent, c'est tout. Hein. D'ailleurs, nous sommes actuellement dans une procédure de décérébration voulue. Vous vous rappelez ce qu'avait dit M. Lelay de TF1, qui disait que lui, il vendait du temps de cerveau disponible aux annonceurs privés. Hein. Je n'ai pas parlé dans notre programme, je les renvoie à tout ce qu'on a prévu, par exemple, justement, sur la question de... Je m'aperçois d'ailleurs que j'ai oublié de dire sur les nationalisations, nous avons prévu la renationalisation de TF1. Pourquoi de TF1 ? Parce que il s'agit, c'est la société de télévision qui formate le plus l'esprit des Français. Il est inadmissible que ce truc qui est le vecteur numéro 1 de formation de l'opinion publique des Français soit dans les mains privées du groupe Bouygues, lequel groupe Bouygues est possédé en partie à au moins de 20% par American Funds, Capital Research, qui est le fonds de pension des retraités fonctionnaires de Californie. Ça n'est pas normal, parce que ça veut dire que nous avons des Américains qui sont au conseil d'administration de Bouygues. Actuellement, nous disons nous ne sommes pas pour la mondialisation, nous disons que c'est un mot codé, la mondialisation. Les Français ne sont pas en mondialisation, nous sommes en ce moment dans un processus d'américanisation. Nous ne sommes pas du tout contre le monde, au contraire. C'est le génie de la France de porter à l'universel. Regardez les livres d'Emmanuel Todd, d'Hervé Lebras, l'invention de la France, etc. La vocation de la France, c'est d'être portée vers l'universel. Si vous vous reportez au programme que j'ai présenté le 3 décembre 2011, ça fait maintenant 13 ou 14 mois, ce que nous proposons, par exemple, pour la télévision française, c'est d'ouvrir les Français sur le monde, et puis sur la France. C'est-à-dire, par exemple, notre patrimoine cinématographique, tous les vieux films, on n'en parle plus. Actuellement, nous voudrions proposer à la télévision française des vieux films français des années 30, des années 40, des années 50, 60, des pièces de théâtre, l'opéra. Je dis pas tous les soirs, tous les jours, mais de temps en temps. Un opéra, une pièce du théâtre classique français ou du théâtre de boulevard, Labiche, Feydeau, etc. Et puis aussi, d'ouvrir ça aux productions du monde. Combien voit-on de films indiens à la télévision française ? Jamais. Alors que c'est le premier producteur mondial de films. Je ne dis pas là aussi qu'il faudrait en projeter tous les jours. Ça finirait par être un peu rasoir. Mais les productions de Bollywood, je ne sais pas comment on dit, il y en a un que j'aime bien, il s'appelle Jodha Akbar, qui raconte les amours de l'empereur moghol Akbar, qui était donc musulman, avec une jeune hindoue du Rajasthan. C'est un film formidable, avec une production cinématographique digne des grands péplums hollywoodiens, etc. C'est un film qui a 2, 3, 4 ans. Bon, ben ça, c'est un film formidable. Bon, avec une musique, c'est très entraînant. Vous avez l'impression d'être en Inde pendant 3 heures quand vous regardez ce film. Et puis, on voudrait projeter des films japonais. Il y a une production de films japonais extraordinaire, des films africains. Il y a un festival du film francophone de Ouagadougou, par exemple. Il y a une création cinématographique africaine francophone. Jamais on ne les voit. Il y a des films qui sont faits au Brésil, des films russes, arméniens, sud-coréens, taïwanais, chinois, etc., thaïlandais, sri-lankais. Moi, j'ai emmené mes enfants voir des films sri-lankais.
chinois, coréens. C'est ça qu'on voudrait. Hein. Alors je dis, ça en fait, de telle sorte que les Français puissent avoir quelque chose qui soit une ouverture générale sur le monde. Hein. Or ça, actuellement, à part les films français de temps en temps, c'est 98% de série B américaine. C'est pour ça donc que nous ne sommes pas dans un processus de mondialisation, nous sommes dans un processus de vassalisation, de domestication américain. Voilà. Donc ça fait partie, je le dis au passage, ça me traverse l'esprit parce que je suis vraiment très sensible à l'écoute que vous avez, qui me confirme que lorsque l'on parle aux gens comme à des adultes et à s'adressant à leur intelligence, bon, de façon, de temps en temps, je fais un petit peu d'humour parce que c'est des matières assez sèches, quand même. Il y a une certaine aridité dans ces sujets. C'est quand même pas évident d'assembler, je sais pas combien on est, 180, 150 personnes ou 200 personnes, de les assembler pour parler de faire une analyse de ce que ferait un prof de droit constitutionnel dans un institut d'études politiques. Pour ceux qui ne le savent pas, je voudrais quand même leur dire que l'UPR invite les Français à rétablir la République et la démocratie, et que je les invite à adhérer, puisque il y a pire que le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles. C'est une phrase de l'écrivain suisse Max Frisch, c'est la phrase qui l'a rendue célèbre, méditez-la. Parce que là, vraiment, ce à quoi nous sommes confrontés, c'est que beaucoup de Français ont intégré, ont engrammé psychologiquement l'idée qu'on ne peut plus rien. C'est ça, en fait. Et donc les gens se renferment dans leur individualité. Hein. Voilà. Donc il y a pire que le bruit des bottes dans une dictature, c'est le silence des pantoufles. C'est les gens qui disent « Oh, j'attends ce qui se passe. » Voilà. Je le dis parce qu'on a vraiment des milliers de sympathisants maintenant, et puis combien je vois de gens qui me disent, certains d'entre vous vont se sentir visés par ce que je vais dire, des gens qui me disent « C'est formidable, vous savez, c'est vraiment très très bien, je vous suis depuis 1 an et demi. » Je dis, et alors? C'est formidable. Je dis, mais alors? Adhérer. Ah mais non, mais... Ah bon, et pourquoi? Ah mais non, mais pourquoi? On ne va pas les manger, on ne va pas donner... Il n'y a que 4 ou 5 personnes qui ont accès à notre base de données. Il n'y a pas de... C'est pas transféré au RG. D'ailleurs, il n'y a plus de RG. Vous savez, Sarkozy a supprimé les RG. Il y a les Lustige d'un côté, des séries de l'autre. Enfin, bref. Il a démembré l'État là aussi. Bon, voilà, il faut aussi s'engager, il faut savoir s'engager, sinon on arrivera. C'est pour ça que sortir de la destruction européenne, comme nous le disons, ça commence par adhérer à l'UPR. C'est un geste positif, c'est un acte positif qu'il faut faire. Voilà, c'est comme il faut passer à l'acte. Voilà, il faut passer à l'acte. À partir du moment où vous aurez adhéré, d'un seul coup, rien n'aura changé, mais tout aura changé. Parce que d'un seul coup, vous changerez d'état d'esprit. Vous direz, en fait, j'ai le droit de penser ce que je pense. J'ai le droit de dire ce que je dis, parce que nous sommes les héritiers de 1500 ans d'histoire, et notamment des plus grands moments, non seulement de la République, mais de la royauté. Nous sommes les héritiers des plus grands moments de l'histoire de France. Il faut qu'on se mobilise, quelle que soit notre couleur de peau, notre origine sociale, ethnique, nos conditions politiques, religieuses, etc. Il faut qu'on se mobilise. C'est d'ailleurs, et c'est ce que je voulais vous montrer, ce qui se produit, puisque sans le moindre appui médiatique et seulement en tenant un langage de vérité, nous avons connu cette courbe d'évolution de nos adhésions. J'ai créé ce mouvement le 25 mars 2007, jour du 50e anniversaire du traité de Rome. Ça, personne ne peut nous le retirer. Personne ne peut retirer que c'est le jour du 50e anniversaire qu'on l'a créé justement pour en sortir. Donc bienvenue à tous les opportunistes qui, d'ici 1 an, je vois bien que des gens vont venir m'expliquer qu'il faut sortir de l'UE. Je le vois arriver comme c'était fait. Donc nous avons créé ça. Enfin nous, c'est presque un nous de majesté. J'étais tout seul. Il y avait 47 personnes fin 2007, 88 fin 2008, ça rime, 150 fin 2009, 357 fin 2010, 707 adhérents fin 2011 et 2158 fin 2012. Donc vous voyez, ça s'appelle une croissance exponentielle. Nous restons un petit mouvement et nous avons 2422 adhérents aujourd'hui même, enfin au dernier pointage, 4 de plus d'ailleurs qu'hier ce soir, c'est-à-dire 264 adhérents depuis le 1er janvier, 264 adhérents en 47 jours. Je vous laisse faire la division, ça fait 5,6 adhérents par jour. J'aimerais que ce soit 20 ou 30 adhérents ou 50 adhérents par jour, ça viendra.
mais déjà 5 à 6 adhérents par jour, tous les jours, alors que je ne suis jamais passé sur une grande télévision, ni une petite télévision d'ailleurs, sur une grande radio, ni dans Le Monde, ni dans le Figaro, ni dans l'Humanité, ni dans Le Point, ni dans le Nouvel Obs, ni dans Paris Match, etc. Eh bien, c'est un petit tour de force. Alors, comme je le disais hier, je suis désolé, j'enfonce le clou par rapport à hier à ceux qui étaient là. Vous avez maintenant, c'est à vous de faire le choix, soit, comme de nombreux adhérents l'ont déjà fait, adhérer à notre mouvement pour faire partie d'un mouvement politique pour la première fois. Et je comprends que pour un certain nombre d'entre vous, qui s'étaient promis, jurés, crachés, jamais je n'adhérerai, tout ça sont des gens fous, je ne veux plus entendre parler de politique, ce sont tous des salauds. Essayez, quand même, testez-nous, voyez si nous sommes comme les autres, vous découvrirez que je n'ai pas changé d'un iota depuis la création de ce mouvement. D'ailleurs, je ne le peux pas, puisque nous avons une charte qui fixe tout de façon contraignante, nos orientations stratégiques. Donc le choix, c'est soit vous adhérez, soit vous n'adhérez pas, mais si vous n'adhérez pas, c'est aussi faire un choix, parce que comme je le disais hier, maintenant vous êtes tombé dans le piège, si j'ose dire. C'est-à-dire que maintenant vous savez. Vous n'avez plus l'excuse de ne pas savoir. Maintenant vous savez à quoi vous en tenir, vous savez ce qui est en train de se passer, vous n'avez plus l'excuse des gens qui regardent Koh-Lanta ou la Starac. Vous êtes venu m'écouter, vous savez maintenant ce qui se passe pour de bon. Et donc, si vous décidez, pas forcément ce soir, ni forcément au cours des semaines qui viennent, mais si après 3 mois, 6 mois, vous continuez à ne pas vouloir adhérer, c'est que vous avez fait un choix, vous êtes légitime, vous avez fait le choix de ne pas vous battre contre l'oligarchie financière, industrielle, atlantiste, qui a décidé de détruire la France. Et comme je le disais hier, c'est une terrible phrase qu'avait dite Jean-Paul Sartre, on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation. Ce qui veut dire que c'est dans les grands moments de notre histoire que vous êtes confrontés, non pas à moi, mais confrontés à votre glace, le matin. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous faites dans cette situation ? On n'a jamais été libre que sous l'occupation. Les Français aujourd'hui, c'est eux qui décident. Nous, nous sommes là qu'on propose une offre politique nouvelle. Ça marche bien. Il faudrait que ça soit 10 fois, 100 fois ça pour que nous réussissions à renverser le cours de l'histoire. C'est en tout cas ce pourquoi je me bats. Voilà, je vous remercie. Je suis là pour répondre éventuellement à certaines de vos questions. Et puis, si vous n'en avez pas, je signale donc 2 choses. À la sortie, vous pouvez éventuellement acheter des bricoles, des badges, des choses comme ça, des t-shirts. Vous pouvez également acheter notre programme que nous vendons au prix coûtant. Il nous coûte 2,97 € à la fabrication, ça fait 44 pages. On le vend 3 €. Rien ne vous interdit de nous laisser un billet de 5. Et quel que soit le prix que vous paierez, je le dédicacerai. Sauf si vous le volez, auquel cas, on vous poursuivra. Je vous le dédicacerai pour ceux que ça intéresse. Et puis après coup, eh bien, nous irons prendre un verre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui. Vous proposez de sortir de l'euro par article 50. Bon, on va supposer que tout se passe bien, vous êtes élu, vous êtes président, et vous voulez mettre votre truc en plan. Seulement d'ici là, moi ce qui me fait peur, c'est que comme ils ont réussi à faire passer Lisbonne, ils peuvent aussi supprimer cet article 50. Ah non. Non, alors ça c'est la genèse de l'article 50. Vous connaissez le problème, je le réexplique. Dans le droit international, un peuple ne peut pas être lié ad vitam aeternam, si j'ose dire, par un traité. Ça fait partie du droit international positif, comme on dit, c'est-à-dire la Charte des Nations Unies d'une part, le Pacte des droits civils et politiques des peuples du monde, d'autre part, celui qui a été adopté par acclamation, comme on dit,
c'est-à-dire sans vote, mais par acclamation, c'est-à-dire l'unanimité des États membres de l'ONU le 16 décembre 1966, a posé le principe du droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, quand j'ai créé l'UPR, il n'y avait pas de clause de sortie dans les traités européens. C'était une forfaiture, puisque normalement, il doit y avoir des clauses de sortie dans les traités. C'est une forfaiture, d'ailleurs, nous avons mis en ligne l'explication qu'en a donnée M. Jacques Attali, qui a participé à la rédaction du traité de Maastricht, où il a dit, dans une vidéo que vous trouverez notamment sur notre site, que c'était de façon tout à fait délibérée qu'il n'avait pas été rédigé de clause de sortie, pour rendre plus compliquée la sortie, pour intimider les gens. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les traités européens, Rome, Maastricht, Amsterdam, Rome 57, Maastricht 92, Amsterdam 97, Nice 2000, tous avaient fait l'impasse sur la clause de sortie. Or, en 2005, projet de constitution européenne, avec la grande truc de Giscard, vous savez, sur l'avenir de l'Europe, la Convention sur l'avenir de l'Europe. Article 1 bis de la Constitution européenne, l'Union européenne est fondée sur l'état de droit, le respect de la démocratie, ci et ça. Comme il y avait donc un certain nombre de gens qui participaient à cette convention, il y a des juristes, notamment allemands et britanniques, qui ont levé la main et qui ont dit « Monsieur Giscard, c'est quand même un peu embêtant d'avoir un texte qui se prétend une constitution, qui met article 1 bis, l'Union européenne est fondée sur un état de droit, et qui ne prévoit pas ce qui est un des fondements même du droit international, c'est-à-dire la possibilité de sortir d'un article d'un traité, en vertu des décisions de l'ONU. Donc ils disaient, c'est difficile de dire qu'on est fondé sur l'état de droit et de le violer dans la séance tenante, en ne prévoyant pas de clause de sortie. Donc il y a eu des grands débats qui ont eu lieu, évidemment confidentiels, entre les partisans qui voulaient introduire une clause de sortie sous la forme d'un article, qui a été l'article 49, alinéa 49A de la Constitution, qui est devenu maintenant l'article 50 du traité de l'Union européenne dit consolidé. Il y avait ceux qui étaient partisans de ça, et puis ceux qui n'en voulaient à aucun prix, qui disaient qu'il ne faut surtout pas donner de mauvaises idées au peuple. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si cet article n'existait pas, il était réputé exister quand même. C'est comparable à ce que l'on appelle, vous savez, dans le droit civil, comment dirais-je, les clauses d'ordre public. Par exemple, vous achetez un appartement, vous avez un droit de rétractation pendant 8 jours. La clause Scrivener, exact. Vous savez, dans le droit de la consommation, d'une dame qui s'appelait Christiane Scrivener, sous Giscard, qui avait été ministre à la Consommation. Et donc, cette clause Scrivener, elle est réputée d'ordre public, c'est-à-dire que vous avez le droit, quand vous achetez un objet important, une voiture, etc., vous avez le droit de vous rétracter pendant 8 jours. Et si le contrat ne le prévoit pas, la clause est réputée exister quand même. C'est-à-dire que vous avez le droit de faire valoir ça, et si le garagiste ou si le vendeur, de toute façon le notaire, par exemple, pour un appartement, le fera de toute façon valoir, même si le contrat ne le prévoit pas, il le réintroduit d'office, ou un juge dira le contrat ne le prévoit pas, mais c'est une clause d'ordre public qui existe quand même. Alors c'est un peu la même chose. Oui. Bien que n'existant pas dans les traités antérieurs, il existait quand même au regard du droit international public. C'est-à-dire qu'un État, un peuple qui aurait voulu sortir de l'Union européenne sous l'empire du traité de Maastricht, par exemple, se serait porté devant la Cour internationale de justice, la CIJ, qui est un organe des Nations unies, et les juges de la CIJ auraient dit, même s'il n'y a pas de clause de sortie, un peuple a le droit inaliénable à disposer de lui-même, donc peut sortir. Voilà. Alors c'est la raison pour laquelle l'article, finalement, ceux qu'ont gagné, c'était les partisans de l'inclusion d'une clause de sortie, mais ce qui a été, je crois, convenu, c'est que tout serait fait pour ne jamais en parler. C'est un peu là-dessus que les européistes ont donné leur accord. C'est la raison pour laquelle, évidemment... Donc moi, j'ai créé le mouvement en 2007. La Constitution européenne n'ayant pas été ratifiée, on était sous l'empire de la dernière mouture, c'est-à-dire le traité de Nice. Et puis le traité de Lisbonne, ensuite, a repris tout le texte de la Constitution, dont cette clause de sortie. Donc c'est l'effet bénéfique, si l'on peut dire, du traité de Lisbonne, c'est qu'il a introduit la clause de sortie qui existait auparavant de façon implicite, mais qui existe maintenant de façon explicite par cet article 50. Ce qui est quand même un atout très important, puisque,
Avant, il y avait des gens qui me disaient, ou dans les tout débuts du PA, de toute façon, on ne peut pas sortir de l'Union européenne. Alors quand je leur disais, oui, mais il y a eu le pacte civil des droits civils et politiques de 16 décembre 66, puis la Charte des Nations Unies, etc. Quand je leur disais ce que je viens de vous dire, les gens décrochaient au bout de 30 secondes, ils disaient, bon, tout ça, tu ne peux pas en sortir, il n'y a pas de clause. Maintenant, il y a la clause. Voilà. Ils ne pourront pas revenir en arrière. Non. D'autant plus que ça s'y prête quand même spécialement mal, puisque vous savez que il n'est quand même question que de ça en ce moment au Royaume-Uni. Alors vous imaginez que pour jeter de l'huile sur le feu, si on modifiait D'ailleurs, les Britanniques s'opposeraient très probablement. Puis d'autres peuples, le Tchèque, Václav Klaus, l'ancien président tchèque, qui vient de déclarer, il y a encore quelques jours, que l'euro était une catastrophe totale pour l'Europe. Il y a quand même beaucoup de peuples et beaucoup d'États qui refuseraient de modifier le traité en virant ça. Je signale d'ailleurs pour les amateurs de précision de droit constitutionnel, quand je préparais les NAN, il fallait connaître les constitutions d'un certain nombre de pays, notamment de l'Union soviétique. Et donc l'URSS, sous Staline, avait une constitution, la constitution soviétique de Staline, 1936, qui avait prévu une clause de sortie. Des républiques socialistes soviétiques pouvaient sortir de l'URSS. Bon. Cette clause avait été reprise par la constitution Brejnev de 1983. Brejnev avait fait une nouvelle mouture de la constitution de l'URSS. C'était un truc style constitution européenne, ça faisait un nombre de pages énorme, il y avait je ne sais plus combien, 490 articles, on y apprenait à tout instant que c'était l'état de droit, la démocratie, et ci et ça. C'était exactement comme la constitution européenne. On avait l'impression que c'était un miracle ambulant de démocratie, de liberté que l'URSS. Bien. Et il y avait la clause de sortie. Et je me rappelle qu'à l'époque, donc en 1983, quand j'ai passé le concours de l'école d'administration, l'épreuve, tout le monde disait, bon, il y a une clause de sortie pro forma, mais évidemment, c'est tombé en désuétude. On ne pouvait pas imaginer que ça puisse être mis en œuvre. Et je suis sorti de l'école en 1985 avec des amis, on est allé faire un voyage en URSS, justement, Gorbatchev venait d'arriver au pouvoir. 85, tout paraissait totalement verrouillé, et l'idée qu'une république socialiste soviétique puisse quitter l'URSS faisait hausser les épaules. Voilà. 91, 6 ans après, tout s'effondrait, et la petite Lettonie, minuscule, était la première à faire valoir la clause de sortie. Parce qu'entre-temps, ce qui s'était produit, c'était 1. Tchernobyl, 2. La volonté l'aveu que tout ça ne marchait plus, 3. La décision de Gorbatchev de faire des réformes structurelles et la transparence, c'est exactement la même chose qu'on nous dit, nous. Il faut faire plus de transparence, plus de réformes structurelles. En russe, ça se disait glasnost pour transparence, perestroïka pour réforme structurelle. Et puis, à partir de 87, Gorbatchev a laissé à lever la censure dans les médias. Et alors là, la stupéfaction générale, il a commencé à avoir des gens à la télévision soviétique qui ont commencé à remettre en cause petit à petit tout jusque depuis 1917. Et d'un seul coup, on s'est rendu compte que depuis 1917, on n'avait jamais demandé aux soviétiques s'ils étaient d'accord avec la construction du socialisme. Mais c'est pareil avec nous. On n'a jamais demandé aux Français ou aux autres s'ils étaient d'accord avec le fait de faire disparaître la France. On ne leur a jamais demandé dans ces termes. Je l'explique dans ma conférence à laquelle je vous renvoie sur la dictature qui se met en place. On n'a jamais demandé aux Français « Êtes-vous d'accord pour faire disparaître la France dans un État-continent » Jamais. Il n'y a eu que 3 référendums. Le traité de Rome a été signé par des députés sous le gouvernement de Félix Gaillard en 1957, 25 mars, des députés qui n'avaient pas du tout été élus pour ça. C'est d'ailleurs là nos députés vont signer le grand marché transatlantique. Est-ce que vous avez voté pour ça? Personne, jamais. Donc c'est totalement contraire au principe des droits de l'homme. C'est de l'appropriation par une toute petite caste de choix stratégiques qu'ils n'ont pas moralement le droit de prendre. Ils n'ont pas moralement le droit de les prendre. Et donc, les Français, c'est pareil, ce qui s'est passé en 1957. Les Français, ils ont découvert un jour que les députés avaient signé, ratifié la création de la CE. Voilà. Et puis depuis, il y a eu 3 référendums, mais qui n'ont jamais demandé, ces référendums n'ont jamais demandé aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour faire disparaître la France dans un État-continent? Voilà. Autre question, monsieur. Là.
je voulais juste connaître votre opinion sur le... Qu'est-ce que vous pensez du statut juridique spécial du chef de l'État, quoi? En ce sens, vous avez parlé, c'est vrai, des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme, etc., que chaque citoyen est égal vis-à-vis de la justice, mais on dirait que le président de la République a un statut juridique un peu spécial. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous en ai un peu parlé tout à l'heure. Je suis un peu embarrassé parce que d'abord, je suis quand même pas un expert sur le sujet. Je vous en ai quand même parlé tout à l'heure. Je pense, pour ce qui me concerne, qu'il devrait être pleinement responsable de ces... Parce que bon, c'est vrai qu'un président de la République peut éventuellement faire commettre un homicide, ou voler à l'étalage. Bon, a priori, je ne pense pas que ça soit quand même très probable. Mais il me semble quand même que s'il y avait homicide, maintenant il pourrait être démis de ses fonctions et donc poursuivi. Le fait que pendant qu'il exerce ses fonctions, il bénéficie d'une certaine immunité ne me paraît pas totalement absurde, mais peut-être que je n'ai pas suffisamment réfléchi. En revanche, ce qu'il doit faire, c'est la procédure de haute trahison et de complot contre la sûreté de l'État, qui, je ne l'ai pas suffisamment précisé, doit pouvoir se mettre en marche pendant l'exercice des fonctions. De ce point de vue-là, c'est l'honneur de la démocratie américaine. Je tape suffisamment sur les États-Unis pour que de temps en temps, je dise des choses qui me paraissent pas mal. Je trouve que la procédure d'impeachment qu'il y a aux États-Unis, même si elle a été utilisée dans des façons très particulières, mais le fait qu'il y ait une procédure qui a été lancée, qui a amené Nixon à démissionner, est quand même une procédure qui est intéressante à avoir à l'esprit. Je pense que le risque que le chef de l'État fasse un homicide ou vole à l'étalage ne me paraît pas très important. Enfin, des homicides, il les fait en masse quand, par exemple, il envoie des troupes faire des guerres illégales. C'est autre chose. En revanche, ce que je pense, c'est que le risque vraiment important, c'est d'ailleurs celui tel qui avait été pointé par De Gaulle, c'est le risque de haute trahison et de complot contre la sûreté de l'État. Vous savez, j'aime bien les Chinois, dans les stratagèmes chinois, il y a un stratagème qui dit « L'armée la mieux aguerrie a encore un point faible, le général qui est à sa tête ». C'est ce que font les Américains. Ils ont corrompu toutes les élites européennes. Et Monsieur John Major, qui a succédé à Lady Thatcher, Madame Thatcher était très très hostile au traité de Maastricht. Il y a eu une révolution de palais, elle a été remplacée par John Major. 80% des Britanniques étaient hostiles au traité de Maastricht. C'est énorme. C'est tellement énorme que c'est la raison pour laquelle le Royaume-Uni a ratifié le traité de Maastricht, mais n'a pas accepté l'euro. Or, l'euro est l'essentiel du traité de Maastricht. Donc. Mais pourquoi ça? Parce que sinon, le Royaume-Uni aurait été à feu à sang. Les Anglais n'en voulaient pas. Donc ils ont ratifié Maastricht sans l'euro, avec éventuellement, il y reviendrait ultérieurement. Mais qui a fait ça? John Major. Et où est John Major aujourd'hui, le Premier ministre britannique? Il coule des jours heureux au conseil d'administration de Carlyle, toujours le même fonds qui gère la fortune de la famille Bush et de la famille Ben Laden. Les deux familles sont assez liées, paraît-il. Voilà. Fonds d'investissement dont vous savez que l'un des directeurs s'appelle Olivier Sarkozy. Les familles sont liées, des petits. Voilà. Donc c'est pourquoi ça veut dire que John Major, il a été, voilà, ils sont pareil pour tout Joseph Fischer, il donne des cours dans des universités. Monsieur Papandréou, il donne des cours à l'université de Harvard, paye une fortune, un truc absolument invraisemblable, 40 ou 45 000 euros pour donner des cours sur le thème comment j'ai mis la Grèce en faillite. Voilà, Harvard, 45 000 euros pour le cycle de conférences. Voilà, on est dans cette situation. Donc là, moi, je suis là partisan, je l'ai dit tout à l'heure, d'être beaucoup plus, d'avoir une vraie procédure de suivi, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Bonsoir, monsieur Asselineau. Frédéric, gaulliste de la Haute-Garonne. Voilà, je voulais vous poser la question. Alors que vous, votre mouvement, l'UPR, et Nicolas Dupont-Aignan, avec Debout la République, chacun, vous êtes maintenu dans une posture, dans une attitude légitimement promotionnelle de vos mouvements respectifs, je voudrais savoir ce qui vous différencie fondamentalement l'un de l'autre. Voilà. Alors qu'on voit sur les réseaux sociaux et dans l'actualité
pas hyper médiatisé, bien sûr, parce que ni l'un ni l'autre ne le sont concrètement, mais il y a des différences. Je pense que ces différences, à mon avis, sont plus des problèmes de présentation, d'histoire entre vous et M. Dupont-Aignan, des différences politiques pas fondamentalement majeures. C'est plus des questions de personnalité, je crois, que des différences sur un certain projet qui pourrait être présenté de façon commune. J'ai écouté attentivement et sur Internet, et bien d'autres fois, quand vous êtes venu à Toulouse, c'est pas la première fois ce soir que je viens vous écouter. Je suis à 80%, pour ne pas dire un peu plus, d'accord avec vos propositions. Moi-même, adhérent à Debout la République, j'ai fait savoir votre venue ce soir et votre conférence. Voyez-vous, je vous ai fait même dans la promotion. Je ne sais pas si l'inverse aurait été le cas, mais je m'aperçois qu'il y a de plus en plus à l'UPR, je ne sais pas si vous êtes au courant, je n'ose pas penser que vous êtes l'instigateur de ce sectarisme-là, entre guillemets, de la part de certains militants de l'UPR, qui ont une posture purement contestataire envers M. Dupont-Aignan. Et je ne comprends pas cette attitude-là. Moi-même, je converse avec eux, je dialogue beaucoup. Je ne comprends pas. Il y en a vraiment 2 ou 3, je vous avoue, honnêtement. Sans esprit polémique, je dis ça, franchement. J'aimerais vraiment que les choses fussent autrement. Mais il y en a vraiment 2 ou 3 qui veulent vraiment réagir, sortir des querelles intestines de bas étage et qui veulent vraiment faire quelque chose. Tous les autres, c'est de la querelle vraiment interne, vraiment de cuisine. Est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce qu'il y a un certain sectarisme? Je ne sais pas, mais je ne vois pas fondamentalement ce qu'il y a entre vous et M. Dupont-Aignan, si ce n'est que vous parlez de l'article 50, M. Dupont-Aignan parle de la sortie de l'euro, mais je veux dire, le but, il est le même. On est tous pour sortir de l'Union européenne, mais en Europe, nous y sommes déjà. Bon, alors nous sommes Français avant tout, nous sommes Européens par la suite, naturellement. Mais nous sommes dans le continent européen. Il s'agit de faire savoir, d'avoir peut-être une charte en commun des États confédérés de l'Europe. Non, mais justement, c'est de ça que nous ne voulons pas. Attendez, maintenant je vais vous répondre. Attendez, voilà. je vais vous répondre. Vous avez suffisamment posé votre question, j'ai bien pour compris. votre réponse. Alors la réponse, c'est que d'abord, premièrement, la meilleure façon de vous répondre, ce serait qu'il y ait un débat public entre M. Dupont-Aignan et moi. Ça fait maintenant au moins 3 ans que j'ai demandé à M. Dupont-Aignan un débat public qu'il refuse systématiquement, y compris quand nous avions été invités tous les deux à Beurre FM, y compris quand je devais participer à une émission je ne sais plus où, à chaque fois, M. Dupont-Aignan, courage, fuyons, prend la poudre d'escampette. Donc ça, c'est la première chose. Pourquoi M. Dupont-Aignan? Alors bon, il y a peut-être à l'UPR des gens un petit peu énervés par DLR, c'est possible. Il y en a dans l'autre sens aussi. J'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps à Nancy, où il y avait des adhérents de DLR, je vous donnerai leur nom tout à l'heure, en aparté, qui m'ont agressé à la fin de la conférence de façon assez véhémente. Bon, donc vous avez aussi à DLR ce genre d'attitude. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut être précis et il faut être clair. J'ai expliqué hier comment ne pas se faire avoir. Vous dites, nous avons le même objectif. Je vous dis non. Je dis que M. Dupont-Aignan, et je pèse mes mots, M. Dupont-Aignan est plus proche de M. Sarkozy que de l'UPR. Et je le dis pourquoi? Parce que vous me dites, nous voulons tous sortir de l'Europe. Non. M. Dupont-Aignan a toujours dit l'inverse. Toujours dit l'inverse. De l'Union européenne. Oui, mais se sont joués sur les mots. Lorsque les gens disent sortir de l'Europe, tout le monde sait bien ce que ça veut dire. Ça veut dire, évidemment, on ne va pas couper le territoire. Bon, c'est évident. Non, mais c'est très important. C'est très important parce que M. Dupont-Aignan, non. M. Dupont-Aignan fait exprès. Il ne veut pas sortir de l'Union européenne. Il l'a toujours dit. Il propose de changer d'Europe. Nous avons les scans des professions de foi de M. Dupont-Aignan aux dernières élections européennes en 2009. M. Dupont-Aignan disait « Osons une Europe différente ».
il proposait la suppression de la Commission européenne. Il proposait de faire je ne sais pas quoi, etc. Ben, c'est très gentil, mais tout le monde sait bien que écoutez, De Gaulle n'est pas arrivé à changer l'Europe des 6. Vous croyez que M. Dupont-Aignan va faire changer l'Europe des 27? Bon. Il n'arrivera... Donc, la construction européenne, il n'y a pas 50 solutions. C'est pour ça que j'ai créé l'UPR. Ou bien on y reste dans la construction européenne, dans l'Union européenne, et vous ne pouvez rien changer à rien. C'est le système autobloquant que j'ai décrit. M. Hollande s'est fait élire en disant « je vais renégocier le TSCG ». Il n'a rien renégocié du tout. M. Jospin, en 97, s'était fait élire, écoutez-moi quand même, M. Jospin s'était fait élire en 1997 en disant « je vais renégocier les critères de Maastricht », il n'a rien renégocié du tout. Donc nous disons il faut sortir de l'Union européenne en vertu de l'article 50. Nous en sortons, nous dénonçons ce qu'est la construction européenne, nous en dénonçons le principe même, nous ne voulons pas d'autre Europe, nous serons toujours en Europe, comme la Suisse est en Europe d'ailleurs, nous ne voulons pas de construction parce que par principe une construction européenne est forcément une construction tyrannique puisqu'il n'y a pas de démos européen, c'est-à-dire de peuple. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans démos. Voilà. Donc c'est ça que nous disons. Et nous disons par ailleurs, on ne va pas se fermer du monde, puisqu'on sera toujours à l'ONU, on pourra même rester au Conseil de l'Europe, qui n'a aucun rapport d'ailleurs avec la construction européenne, enfin qui a eu un rapport au début, maintenant qui n'en a plus. Nous garderons toujours nos représentations diplomatiques à l'étranger, etc., etc. Donc voilà ce que nous disons. M. Dupont-Aignan dit tout l'inverse. Il ne veut pas sortir de l'Union européenne. Il nous taxe, il l'a dit encore il y a quelques jours, de secte. Il dit que je suis un gourou. Il ne veut pas débattre avec nous. J'aimerais savoir qu'il dise en public en quoi ce que je dis, il n'est pas d'accord. Il y a eu un débat à Paris il y a quelque temps de ça. C'était pas un débat d'ailleurs, puisque M. Dupont-Aignan avait refusé le débat. Il était venu pour prononcer son truc avec une grossièreté d'ailleurs extraordinaire, puisqu'il y avait 4 personnes qui étaient là. Il y avait M. Nikonov, M. Millard, moi-même et M. Dupont-Aignan. Et M. Dupont-Aignan est arrivé après tout le monde, a prononcé son discours et est parti sans même écouter le discours des autres. Je vous renvoie à la vidéo. Je vous renvoie à la vidéo. Et à écouter ce qu'il a dit. C'est pas moi qui l'ai. Écoutez ce qu'il a dit. Voilà. Donc M. Dupont-Aignan ne veut pas sortir de l'Union européenne. Et il dit qu'il va transformer l'euro en monnaie commune, ce qui est absurde, parce que c'est déjà une monnaie commune. Mais il dit qu'il veut sortir de l'euro, il va transformer l'euro en monnaie commune, mais en restant dans l'Union européenne. Donc il n'y a pas de sortie. Il promet des choses qu'il ne pourra pas tenir. Comment ? Non, mais attendez, est-ce que Charles de Gaulle... vous savez comment vous parlez excusez-moi de vous le dire. Vous savez comme vous me faites penser? Vous me faites penser exactement, je suis désolé de vous le dire, mais à la défense des collabos, qui n'avaient pas rejoint De Gaulle en disant de toute façon c'était bien évident que le Reich allait mourir. Je suis désolé, De Gaulle, le 18 juin 40, il n'a pas dit je reste dans mes baskets, dans mes chaussons, parce que de toute façon le Reich va se faire battre. C'est pas comme ça que les choses se passent. Si vous dites, ça fait partie, je connais ce discours, c'est le discours aussi de certaines personnes du Front National, qui me disent, j'en ai connu, qui m'ont dit, bon, enfin, l'Europe c'est déjà fini, c'est une vieille lune, c'est terminé, c'est pas le problème. Ah bon, c'est pas le problème. En attendant, qu'est-ce qui se passe? C'est bel et bien l'Europe qui est là, n'est-ce pas? Donc nous nous battons avec ce qui existe là, ici et maintenant. L'Europe, elle n'est pas morte du tout. Vous avez toujours José Barroso, la Commission, la BCE, vous avez tous les lobbies qui sont à Bruxelles et c'est là que sont prises les décisions. Donc c'est pas vrai que de dire que l'Europe, elle est morte. Qu'elle soit mal partie, qu'il faut hâter sa nécrose, que nous nous battons pour en sortir, nous sommes les premiers à le faire, mais nous nous en battons pour en sortir. Voilà. Et là, ça n'est pas vrai que de dire elle va mourir de sa belle mort. J'ajoute d'ailleurs qu'on nous dit que nous voulons faire alliance avec personne. J'ai précisé quels étaient les 6 points sur lesquels nous étions prêts à faire des alliances avec tout le monde. J'attends d'ailleurs que M. Dupont-Aignan nous réponde.
Mais M. Dupont-Aignan, il est comme Mme Le Pen, comme un certain nombre d'autres personnes, il est là pour dire une chose et son contraire en même temps et au même moment. C'est d'ailleurs flagrant dans la vidéo dont je parlais tout à l'heure, il faut que vous l'écoutiez, ça dure 10 minutes, à 2 minutes 30 secondes d'intervalle, il dit le contraire de ce qu'il a dit auparavant. Constamment, il n'y a aucune certitude sur quoi que ce soit avec M. Dupont-Aignan. J'ajoute encore que M. Dupont-Aignan n'a jamais décrypté ce que c'est que la construction européenne. Il n'a jamais dit qui se cache derrière, le rôle des États-Unis d'Amérique. Jamais, pas un mot. Non mais c'est très important. C'est très important, et il ne propose pas d'en sortir, point barre. Le jour où il proposera, comme nous, de dire on va sortir de l'Union européenne, eh bien, on pourra à ce moment-là négocier. Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. Oui, mais écoutez, vous n'êtes pas là pour tenir une tribune avec monsieur sur DLR. Je débattrai avec monsieur Dupont-Aignan. Je n'ai pas vocation à débattre avec un mandataire de DLR. Je débattrai avec monsieur Dupont-Aignan s'il veut bien débattre avec monsieur Dupont-Aignan. Allez prendre le. Comme on l'a fait d'ailleurs la même chose à Strasbourg il y a quelques jours. Il y avait des militants de DLR, de l'UPR qui se sont fait retirer le micro. Vous retirez le micro à ce monsieur. On m'a juste proposé de reprendre le micro pour vous répondre si j'étais pas d'accord, ou pour apporter un échange. C'est pas juste le professeur parle et le citoyen qui écoute. Je vous ai répondu. Voilà. Je n'ai pas. Mais pourquoi monsieur Dupont-Aignan ne veut-il pas de débat? Je n'irai pas plus loin. Pourquoi monsieur Dupont-Aignan ne veut-il pas de débat? Vu l'attitude que vous adoptez, Pourquoi monsieur Dupont-Aignan ne veut-il pas de débat? Je ne dirai plus rien, voilà. Bon, très bien. Quoi donc? Eh bien, je vais... Pourquoi M. Dupont-Aignan ne veut-il pas de débat public? Vous lui posez la question. Mais je lui ai déjà posé 50 fois la question. Pourquoi M. Dupont-Aignan ne veut-il pas de débat? Moi, je vous dis que ce que vous venez de dire là n'est pas vrai. Voilà. Quoi n'est pas vrai? Que M. Dupont-Aignan ne veut pas sortir de l'Union européenne. Mais attendez, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous jouez sur les mots. Je suis désolé. Est-ce que vous avez lu le plus de 20 ans qu'il dénonce l'Union européenne. Il a voté contre tous les traités, monsieur. Et vous ne pouvez pas dire ça. Allons, quand même. Vous-même, vous avez été au cabinet de Charles Pasqua. Vous savez très bien, quand même, que tout cela... Vous savez très bien, monsieur Asselineau, le parcours que vous avez eu à l'époque dans les cabinets. Non, mais d'accord, mais vous voyez ceux qui ont voté oui et ceux qui ont voté non, ceux qui ont voté contre. Donc vous ne pouvez pas dire aujourd'hui. Alors, attendez, monsieur, vous avez réformé les actes législatifs, les actes de vote de monsieur Dupont-Aignan. Ça serait une contre-vérité que de dire ça. Voilà. Maintenant, sur le fait qu'il ne veuille pas débattre avec vous, j'ai peut-être un élément de réponse à vous apporter. Tout comme j'ai répondu à un militant de l'UPR aujourd'hui, c'est désespérant, c'est vrai, foncièrement exaspérant de voir l'attitude de certaines personnes de l'UPR. D'accord, on a compris. Mais attendez, on se fait insulter constamment par les gens de DLR, monsieur. Je dis à ce monsieur, je ne débat plus avec vous. C'est vrai, je perdais mon temps. Je lui dis, je ne débat plus avec vous parce que vous ne m'intéressez plus. Je lui dis, voilà, très bien. Vous ne m'intéressez plus. Voilà. Donc ça ne donne pas envie de débattre. Mais si vous ne réponse, je vais vous répondre. Vous apportez une contre-réponse. Voilà. Premièrement, attendez, reprenez. Que je reçois des militants de DLR. J'en reçois 50 par semaine. Ça, c'est pas une bonne chose. Ça sert à rien. D'abord, je vais vous dire un truc. Monsieur Dupont-Aignan est un menteur. Et je vais vous le prouver. Non, mais attendez, je vais vous le prouver. Il affirme qu'il y a 13 000 adhérents à DLR. Non, il affirme qu'il y a 13 000 adhérents à DLR. Quel est le montant des adhésions recueillies, déclarées à la Cour, à la Commission des comptes de campagne? Et vous divisez par 30 €, vous saurez quel est le nombre des adhérents de DLR. Par 30 €. Ah non, mais attendez, puisque vous nous attaquez sur le thème qu'on est des mauvais coucheurs, moi je dis la vérité. Je dis nous avons 2422 adhérents. Non, moi je vous dis, vous avez un moyen de savoir combien il y a d'adhérents à DLR, vous allez voir les comptes de campagne et vous divisez par 30 €. Donc ça c'est le premier point, laissez-moi parler. Deuxièmement, mais attendez, c'est moi le débatteur, je n'ai pas prévu un débat avec vous, monsieur. Bon, je demande, et je vous prie de vous en faire le porte-parole, je demandais un débat public avec monsieur Dupont-Aignan un nombre de fois très important. Voilà. Il refuse systématiquement.
Donc nous ne sommes pas à mettre dans le même sac, puisque moi je propose un débat public et il le refuse. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Bon, donc, d'accord. Ah voilà, bien entendu, bien entendu. Par ailleurs, nous avons montré, allez regarder la profession de foi de M. Dupont-Aignan. Dans la profession de foi de M. Dupont-Aignan, à l'élection présidentielle, est-ce qu'il a parlé de la sortie de l'Union européenne? Est-ce qu'il a parlé de l'euro? Le seul document qui fait foi au regard de l'État, puisque l'État n'envoie à 46 millions d'électeurs que la seule profession de foi. Le seul document qui est transmis aux archives nationales, c'est pour ça que ça s'appelle profession de foi, M. Dupont-Aignan n'a pas estimé nécessaire de dire un mot sur l'euro. Mais en revanche, il y a tout un dégagement sur l'emplacement des radars routiers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire très exactement qu'il y a une volonté de noyer le poisson constamment. Constamment. On ne noie pas le poisson là-dessus. C'est d'ailleurs la même... On ne noie pas le poisson au moment de la profession de foi envoyée à 46 millions d'électeurs. Maintenant, si vous ne voulez pas l'admettre, si vous estimez que c'est tout à fait normal, que c'est très très bien, que M. Dupont-Aignan, au moment fatidique de la profession de foi, ne parle ni du fait de sortir de l'Union européenne, ça il faut lui reconnaître un truc que je reconnais à M. Dupont-Aignan, c'est qu'il a toujours dit qu'il refusait de sortir de l'UE. Ça, il l'a toujours dit. Donc, non, mais non, il a toujours dit qu'il sortirait de l'UE. Bon, écoutez, on va arrêter. Par ailleurs, je voudrais dire aussi autre chose. Non, attendez, monsieur, mais quoi me gêne? Rien ne me gêne. Ce qui vous gêne, ce sont les écrits. Vous savez quel est l'adage des Romains? Les paroles s'envolent, les écrits restent. Bon, eh bien, les écrits, lisez donc, mais lisez ce qu'a écrit M. Dupont-Aignan. Est-ce que M. Dupont-Aignan avait dit qu'il faut sortir de l'Union européenne? Jamais. Jamais. Mais montrez-le-nous. Montrez-le-nous. Montrez. Non, monsieur. Non, monsieur. Bon, allez. Ça y est, c'est pas une réunion. Rien à faire, j'ai rien à faire. Non, mais là, il y a quelqu'un.